Mesdames et messieurs, bonsoir. Le grand soir se poursuit, mais nous nous arrêtons un moment avec un invité spécial que nous accueillons ce soir pour parler, évoquer évoquer les derniers développements de ce différend entre le Bénin et le Niger. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir pour vous le docteur Tossé Alessandre Egbako, politiste, sociologue et spécialiste des questions de coopération internationale, en l'occurrence les relations UE-ACP. Docteur, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Voilà, vous avez suivi, comme nous, autour de cette crise, il y a eu disons, cette missive que le président de la République a envoyée à son homologue nigérien qui n'a pas daigné recevoir le ministre de tutelle. Après, il y a eu un cafouillage du côté du Niger. La RTN elle-même a avoué avoir diffusé une fausse information. Mais c'est surtout la parole du Premier ministre nigérien qui continue de faire parler ça entre griffes sa soi-disant réplique. Comment on peut, sous quel angle on peut analyser encore aujourd'hui, au gré de tous ces développements, la posture des autorités du Niger? Merci, cher ami. Écoutez, ce qui se déroule depuis le coup d'État au Niger jusqu'à aujourd'hui, la démarche, la posture des autorités putschistes à la tête du Niger rentre clairement dans un schéma connu. Et si vous connaissez ce schéma, tout ce qu'ils ont déroulé jusque-là, vous allez comprendre qu'en fait, ils sont dans une sorte de quête, de recherche de légitimité et de reconnaissance de leur présence à la tête du Niger. Parce que, il faut le rappeler, le coup d'État, c'est le renversement d'un pouvoir légitime. Et donc, il y a une arrivée par effraction à la tête du Niger depuis bientôt un an. Et donc, il y a eu vol de pouvoir, ce qui peut choquer évidemment le peuple nigérien. Donc, quand il y a le coup, immédiatement, il y a un moment de résistance. Donc, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a une partie de l'armée, quand le coup a eu lieu, il y a une partie qui s'est dressée contre les putschistes. Et donc, il y a aussi les partisans du président chuté qui sont aussi là, qui ne sont pas d'accord. Et puis, il y a la communauté internationale, la communauté régionale, tout le monde ont donné le ton pour se liguer contre cette manière d'arriver à la tête des États qui est anticonstitutionnelle. Et maintenant, il y a la dernière phase qui est la gestion de la situation par les putschistes. Et c'est là où ils mettent tout en œuvre. C'est-à-dire, dès qu'ils arrivent et qu'il y a une fraction de l'armée qui se braque contre eux, ils s'accaparent tout de suite des biens. C'est-à-dire partout, surtout de l'argent cash, pour pouvoir inonder, arroser les militaires qui se braquent contre eux pour leur demander en retour leur allégeance. C'est pour ça que vous allez voir, quand il y a coup d'État, il y a au moins 2 jours de discussion avec une partie de l'armée. Ouais. Et par fini, ils vont annoncer que l'armée vient de prêter allégeance aux putschistes. Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, une fois cette étape passée, ils vont maintenant constituer une assurance sécuritaire, c'est-à-dire assurer leur propre sécurité, assurer la sécurité de certains biens publics pour contenir un peu les débordements possibles. Et donc, ils vont fermer maintenant les espaces aériens, les frontières terrestres pour se retrouver dans une bulle. Et là, ils vont commencer maintenant la manipulation du peuple, c'est-à-dire chercher des boucs émissaires. À l'interne, ils vont évoquer des questions de situation économique difficile, que le régime ne fait rien, c'est pour ça qu'ils sont ici venus. Des questions sécuritaires. Voilà, pour corriger les choses, dont ils leur promettent beaucoup de choses. Et à l'externe, ils vont maintenant chercher, pendant que le coup a eu lieu, ils suivent un peu les déclarations venant d'un peu partout. Donc vous allez voir, dès qu'ils sont arrivés, ils se sont attaqués à la France, après la CEDEAO et le Bénin. Parce que le Bénin, clairement, est rétif depuis des dizaines d'années à ces formes d'arriver à la tête d'un État. Parce que nous, il faut le rappeler, au Bénin, il y a un président élus, et là, en face, c'est des putschistes qui ne sont pas élus, qui ont volé un pouvoir. Donc, ils vont commencer à indexer
des boucs émissaires comme ça pour pouvoir manipuler en fait le peuple. Et pour y arriver, ils vont concevoir des plans de communication en fait mensongers, tronqués. Et vous avez vu, ils sont allés chercher un reportage, je parle d'un journaliste français, ben, le monsieur a rapidement démenti. Et ça, ils ont diffusé tout le temps à l'intérieur, à profusion, sur la chaîne nationale. Donc ça rentre déjà dans la tête du peuple nigérien. Donc c'est une façon de les manipuler. Et maintenant, si ça ne suffit pas, ils vont recruter des agents comme les géopoliticiens d'Internet, des panafricanistes comme Kemi Seba et puis l'autre Nathalie Enyam. Et donc vous avez vu, dernièrement, ils étaient à Niamey. Kemi Seba a fait une conférence de presse en pompe. Vous allez croire qu'il a fait des recherches, qu'il dispose des informations que lui-même il a recueillies, donc pour fonder encore notre pays. Donc on se rend compte que ces derniers jours lui-même doutent de ses propres... Lui-même il est venu témoigner comme quoi ce sont les autorités nigériennes. Donc tout ça, ça rentre dans ce plan de communication et de manipulation, toujours dans l'objectif de se faire accepter par le peuple. Et donc, derrière ce plan de communication, il développe aussi une technique pour terroriser le peuple, pour les empêcher d'avoir tout contact avec l'extérieur. Et j'ai écouté le président de la Fondation Malé-Hossou qui avait pris des contacts pour rencontrer un peu leurs frères musulmans du Niger. Ils ont pris des billets d'avion pour envoyer des émissaires, mais les frères du Niger, là-bas, on dit actuellement, les autorités ne permettent pas. Donc, c'est une façon de les terroriser pour les empêcher d'avoir de contact à l'extérieur. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un plan, et c'est comme ça que les putschistes arrivent à gérer leur coup d'État jusqu'à se faire accepter. Mais jusque-là, ça n'a pas encore fonctionné, parce que le coup, ça fait bientôt un an. Oui. Mais ça ne tient pas encore, parce qu'à l'intérieur même du Niger, ça gronde toujours. Ils ne sont pas encore acceptés. Même Kemi Seba et Nathalie devaient se rendre dans 2 villes, mais ils n'ont pas pu. À Agadez. Ça veut dire que la crise est encore profonde à l'intérieur. Il y a les partisans de Bazoum qui sont là, qui n'ont pas encore lâché. Donc le régime militaire en place au Niger est en difficulté, donc ils doivent continuer comme ça à taper sur le Bénin pour des raisons qui ne tiennent pas. Donc c'est ça la logique. Pour le moment, leur régime n'est pas encore accepté. Vous allez voir, le jour où ils vont annoncer que bon d'accord, on accepte d'ouvrir, ça veut dire qu'ils sont assurés que tout est mis en place et qu'ils ont les manettes en main. Donc c'est ça le schéma, il y a rien de nouveau. Si je vous suis très bien, ce n'est juste qu'une opération de survie. C'est ça, c'est une opération de suivi, c'est-à-dire je parle de reconnaissance et de légitimité. C'est ça, puisqu'ils sont arrivés, ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus, donc ce n'est pas le peuple qui les a mandatés, c'est des gens qui ont volé un pouvoir. Ils sont arrivés à la tête de cet État par effraction. Donc c'est normal que le peuple résiste. Et donc c'est toujours la recherche de cette reconnaissance qui les poursuit comme ça à tous les jours communiquer comme ils le font. Et quand vous comprenez bien ce schéma, quand vous écoutez monsieur le Premier ministre Lamine Zen, vous voyez tout de suite que c'est un affabulateur. Un affabulateur. Donc si je vous comprends bien, ça va se poursuivre. Absolument. Ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre et surtout que le président du Bénin vient de faire une seconde sortie et que je trouve que même si il s'arrête là, je crois que avec cette sortie, le Niger se retrouve un peu à l'étroit aujourd'hui. À l'étroit. Donc, selon vous, est-ce qu'on doit continuer par s'en préoccuper au niveau, en tout cas, pas répondre parce qu'on s'installe comme dans une... Oui, dans un truc de tic-tac là. Oui. Non, là, c'est-à-dire que c'est la manière dont le Bénin a géré cette situation, c'est de manière intelligible. On sent que c'est un gouvernement qui est à la tête d'un État, mais en face, vous avez des gens qui ne sont pas préparés pour gérer un État. Ce sont des gens qui, même des fois, vous condamnent sur des choses, mais alors qu'eux-mêmes, ils sont dans la mauvaise posture. On parle, par exemple... Le ministre Lamine Zen dit tout le temps le Niger est un pays souverain, comme le Bénin l'est tout autant. Donc, il n'est pas question que le Niger nous dise ce que nous devons faire sur notre territoire. Le Niger ne peut pas nous dire vous n'allez pas recevoir les Français. Nous n'avons pas de problème avec la France. La France est un pays ami et je dis Niger, si tu as de problème avec la France, à chacun sa merde. Ça ne nous regarde pas. Maintenant, c'est des gens qui n'ont pas une certaine responsabilité parce que on dit souvent l'État est une continuité. Quand vous prenez
un État en main, vous assumez l'héritage de ce pays. Et en la matière, il faut rappeler que le Niger a accueilli des bases militaires sur son territoire, 2 bases militaires de 2 grandes puissances. Le Bénin n'a pas dit, je ne vais pas voir ça. Le Mali en a accueilli, le Bénin n'a rien dit. Le Burkina, le Tchad, le Bénin n'a rien. Pourquoi le Niger doit nous dire, vous avez des bases, c'est pour ça qu'on a fermé les frontières. D'accord, gardez vos frontières fermées dans ce cas, puisque nous, on n'en a pas. Et il se trouve maintenant que, avec la dernière déclaration de Kémy Séba, que vous êtes purement dans une sorte de publicité mensongère et que vous avez fabriqué des choses de toutes pièces. Donc, je pense que le Bénin, avec la dernière sortie du président de la République, doit rester calme parce que là, j'ai entendu beaucoup de gens dire que voilà, c'est du droit international, ceci, cela. Non. En droit international, il y a ce qu'on appelle des contre-mesures. Et c'est ça que le Bénin a fait. C'est pas parce que nous avons des accords que l'autre partie va commencer à se comporter et on va le laisser faire. Non, on prend des mesures, pas pour rompre les accords, mais pour l'obliger à rentrer encore dans la ligne droite. C'est ce que le Bénin a fait jusque-là. Donc le Bénin n'a pas... D'ailleurs, la partie qui a commencé à poser des actes de rupture de ce contrat, c'est le Niger. Parce que on signe des accords en temps de paix pour les dérouler en temps de paix. Et pour dérouler des accords, il faut de la communication autour. Vous ne pouvez pas dérouler des accords sans communiquer. Alors que le Niger a rompu la communication et même pour l'inauguration de quelque chose, c'est la société chinoise qui a informé l'État béninois. C'est très inélégant et pour moi, c'est un pas posé vers la rupture de ce contrat. Parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre quelque chose que nous avons fait ensemble, nous avons communiqué et que maintenant, vous allez rester dans votre bulle là-bas et nous insulter de toutes les manières, dire que non, on arrête tout et puis on vous dit voilà, vous voulez qu'on continue, on continue. Si vous voulez pas, on cherche des solutions alternatives. Voilà. Bon, de toute façon, on n'est pas dans un schéma de rupture puisque le chef de l'État a donné à l'occasion de sa dernière sortie quelques garanties à la partie chinoise. Donc, on va dire business as usual en attendant que les Nigériens veuillent bien coopérer. Quelques mots pour finir. Écoutez, moi je dis la manière dont cette crise a été gérée, franchement moi je suis fier du gouvernement de toutes les sorties, ils ont bien géré cette situation et moi je veux en appeler aux Béninois, à ces Béninois qui confondent Patrice Talon et la République du Bénin, qui font des sorties, je dirais, honteuses, d'arrêter et de dire que c'est le Bénin qui est en jeu. Ce n'est pas la personne de Patrice Talon. Si vous avez un problème avec Talon, allez régler avec lui et laissez le Bénin. Et pour des gens qui sont venus d'ailleurs pour trouver un Bénin déjà debout et qui restent dans d'autres capitales pour nous envoyer des trucs, on veut le dire, les patriotes sont là et on ne laissera pas faire. Si quelqu'un pense qu'il est au-dessus de la loi béninoise, qu'il aille vivre ailleurs. Parce qu'il n'y a personne au Bénin qui soit au-dessus de la loi. Si tu tombes dans le coup de la loi, tu vas subir. C'est tout. Voilà. Merci, docteur Tossé Alexandre Egbako. Je rappelle que vous êtes politiste, sociologue et spécialiste des questions de coopération internationale. Merci, cher ami, pour avoir partagé avec nous vos points de vue sur cette question. À très bientôt. Merci. Moi, je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ne quittez pas votre position puisque je vais installer dans moins d'une dizaine de minutes nos chroniqueurs pour le plateau d'échange. Ça se discute.